comme l'indique le titre qui s'est affiché à l'écran, l'idée c'est de partir donc à la recherche d'un salon disparu sous forme d'une enquête, puisque j'ai une formation d'historien, je suis professeur d'histoire-géographie à la base, et l'idée c'était d'appliquer la méthodologie que j'ai acquise en tant qu'étudiant pour étudier, analyser les documents et concernant le château de Saint-Cloud. Et puis progressivement, donc petit à petit, s'est affirmé le projet d'arriver d'abord à une reconstitution sous forme de maquette papier, puis ensuite de maquette virtuelle. Et donc ça va être un petit peu le fil conducteur de cette intervention. D'abord, vous présenter quelques éléments sur l'histoire d'un salon en particulier que j'ai choisi. Un salon dont vous avez ici, si ça veut bien marcher, oui, ça va marcher, voilà. Donc, salon dont vous avez ici une photographie, qui est le salon de Vénus. Et donc ensuite, commencer d'abord par analyser les différents documents dont cette photographie, puis ensuite proposer donc une reconstitution, une restitution virtuelle donc de ce salon en particulier. Puis ensuite, on terminera par petite surprise entre guillemets. Alors cette photographie, j'ai choisi de commencer par cette photographie parce que c'est cette photographie qui finalement est un petit peu le déclic pour moi. Photographie que j'ai vue ici dans le musée du domaine national, il y a déjà donc une bonne dizaine d'années. Une photographie qui m'a fait finalement découvrir à la fois le château et également la richesse de son décor intérieur. Donc une super photographie qui nous montre un décor très riche, un mobilier lui aussi très abondant. Mais qui est un petit peu frustrante parce que finalement elle est en noir et blanc. Les photographies sont finalement assez peu nombreuses sur les différentes pièces du château et les photographes choisissent assez systématiquement les mêmes points de vue, ce qui fait qu'on a beaucoup de parties en quelque sorte des pièces qui ne sont jamais photographiées, notamment les plafonds ou encore les murs des fenêtres. Et ce d'autant plus, comme le rappelait M. de Mongeau tout à l'heure, que le château ayant brûlé le 13 octobre 1870, il ne reste rien à part ces photographies. Vous avez ici une photographie donc, de ce qui restait du salon de Vénus après l'incendie du 13 octobre et l'état dans lequel, grosso modo, il est resté pendant une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'on décide en 1891 donc, de détruire les vestiges du château. Donc, le salon qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle donc, le salon de Vénus. Et ce salon donc, fait partie d'un ensemble plus vaste du château, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors, l'intervention que je vous propose, je l'ai de manière très méthodique, comme on le sait le faire en histoire, donc divisée en trois temps. Dans un premier temps, donc, vous rappelez, ou vous présentez en tout cas quelques éléments sur l'histoire de ce salon, qui va nous permettre aussi de rappeler quelques éléments sur l'histoire du château et du domaine en général. Ensuite, vous présentez les sources documentaires que j'ai pu consulter, notamment grâce à la disponibilité du domaine national, notamment de Madame Drijard, que je remercie, donc sur l'ensemble du domaine de Saint-Cloud, et donc ici sur le salon de Vénus. Et puis vous proposez une restitution virtuelle de ce salon, montrer un petit peu comment on peut, à partir des différents documents, aboutir à une visualisation en couleur du salon. Donc, premier point, quelques éléments historiques. Donc, le château que vous ne pouvez plus voir, que sous forme de maquette, comme ici sur votre gauche, le voici donc dans son état de 1867-1870. Le château en question, donc, vous l'avez ici, grosso modo, on a deux grandes périodes dans l'histoire de ce château. La partie gauche qui est grosso modo la partie renaissance du château qui date des années 1580. Et puis la partie droite qui va nous intéresser plus particulièrement, qui est celle construite par Monsieur, frère de Louis XIV, vers 1670. Donc le château tel qu'il se présente à la fin du Second Empire, c'est le château qu'a connu Monsieur, frère du roi, à part quelques petites modifications sur lesquelles on reviendra éventuellement. Et si on se rapproche un peu, nous voici dans la cour intérieure du château, donc celle qui est délimitée par les ifs aujourd'hui. Donc les ifs se trouvent à cet emplacement-là. Et les ifs ont tendance à réduire un peu l'appréciation qu'on peut avoir de l'ampleur du château. Si vous regardez le personnage qui est ici, on est quand même face à un édifice assez imposant. Édifice qui est principalement donc, une résidence d'été de la famille impériale en 1860, entre 1852 et 1870.
Donc la famille impériale qui occupe principalement la partie gauche de la cour d'honneur, l'empereur habitant, donc Napoléon III, côté cour, l'impératrice est de l'autre côté, côté jardin, le prince impérial habite à l'extrémité de cette aile, et tout le reste du château étant composé de salons d'apparat au premier étage, et de logements donc destinés à la fois aux services et aux personnes de la cour, donc au rez-de-chaussée et au second, enfin troisième et quatrième niveau de ce bâtiment. Donc le salon de Vénus, qui est le support principal de cette intervention, il se trouve ici. Donc ce sont les 4 fenêtres que vous avez ici au premier étage du château. Et ces 4 fenêtres correspondent à un grand salon rectangulaire, qui fait grosso modo 9 mètres sur 13, on a les dimensions exactes, il fait 8 mètres 86 sur 12 mètres 34, la précision des archives est quand même assez impressionnante. Et sous le Second Empire, ce salon, donc on appelle le salon de Vénus, fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle les grands appartements, donc qui sont l'espace de réception du château. Vous avez derrière, dans le prolongement, donc les appartements de l'empereur et l'impératrice, et puis toute une série de pièces qui ont servi à Eugénie et à Napoléon III sur le parterre de l'Orangerie. Alors, ce salon, quelques éléments historiques. Alors, j'ai retenu 4 dates principales qui permettent de scander assez clairement l'histoire de ce salon. Alors, ce salon commence avec Monsieur, frère de Louis XIV, en 1681. Et j'ai choisi de commencer par la projection de ce tableau, dont vous avez quelques éléments de copie qui sont dans la salle à côté. Et ce tableau, il est doublement intéressant, puisque d'une part, il nous montre ici Monsieur, donc le frère de Louis XIV, qui est le commanditaire du salon de Vénus. Et puis en face, Louis XIV, donc le roi Soleil, représenté ici en Apollon, qui est le destinataire de ce salon. Et ce tableau a également comme intérêt, vous savez maintenant qu'il est à Versailles, il a un double intérêt, c'est qu'il a décoré le château de Saint-Cloud au XVIIe siècle, XVIIIe également, et également qu'il est de Jean Nocret, un peintre qui a participé à la décoration du château à l'époque de Monsieur, et sous le Second Empire, on a encore quelques éléments de décor qui sont de Jean Nocret dans les salons. Alors, à l'époque de Louis XIV, donc ce salon de Vénus donc, est ici. Vous remarquerez que sa dénomination n'est pas la même. C'est le grand cabinet de l'appartement du roi. Monsieur a réservé les grandes pièces au fond de la cour d'honneur pour son frère. Donc Louis XIV dispose de 3 pièces, une chambre du dé, une chambre de parade et un grand cabinet, notre salon de Vénus. Et cet appartement, Louis XIV va venir l'inaugurer avec son épouse, la reine Marie-Thérèse, en 1681. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le salon du Second Empire, on peut identifier encore quelques éléments qui datent de ce salon de 1681, notamment le dessus de porte que vous avez ici, avec ses angelots, des couronnes de laurier, et également la grande frise avec des trophées d'armes et un lion surmonté, alors il faut avoir de très bons yeux et surtout des archives pour pouvoir les identifier, c'est un coq, un lion surmonté d'un coq. Donc ce décor rappelle, on est en 1670-1680, le décor des grands appartements de Versailles, et on a donc ici finalement un décor qui est typiquement Louis XIV, ou la deuxième période du règne de Louis XIV. Alors ce salon va, semble-t-il, rester l'appartement officiel du roi jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'en 1785 très exactement, puisqu'en 1785, ce château qui jusqu'ici appartenait à la famille d'Orléans va être cédé, moyennant 6 millions de livres, à la reine Marie-Antoinette. Donc vous avez ici le portrait du duc d'Orléans qui vend quelques mois avant sa mort donc le domaine à Marie-Antoinette. Et dès 1786, la reine va faire de très grands travaux de réaménagement, de reconstruction d'une partie du château par son architecte Richard Mick. Et ce salon, donc, qui était jusqu'ici le grand cabinet du roi, va devenir donc le salon des billards, puisque l'ancien appartement du roi va être affecté aux jeux de la cour, 3 pièces successives, l'antichambre du salon des jeux, le salon des jeux du roi et le salon du billard. Alors c'est un appartement très célèbre, notamment parce que Jacob a livré un mobilier pour ce salon des jeux qui est aujourd'hui en partie conservé à Versailles et qui donc est meublé le salon des jeux du roi. Alors salon des billards, puisqu'il y a 2 billards en acajou dans ce salon,
mais un salon qui était assez simplement meublé puisque sont passés en vente il y a quelques mois 4 fauteuils présumés venir donc de ce salon en bois blanc et qui rappellent notamment la tenture en toile de Jouy qui ornait les murs donc, de ce salon. Alors vous savez que Marie-Antoinette et Louis XVI vont peu profiter du château de Saint-Cloud. Donc les travaux sont terminés en 1788 et la famille royale va principalement occuper le château à l'été 1790, une grande partie de l'année 1790, et à la Révolution, le château va connaître le sort des autres résidences royales. Il va être confisqué, devenir une maison nationale et son mobilier va être en grande partie dispersé. Mais il reste une propriété publique, ce qui explique que en 1799, ce soit à Saint-Cloud que Napoléon Bonaparte fasse son coup d'État. Donc en novembre 1799, le fameux coup d'État de Brumaire. Donc il fait réunir à Saint-Cloud les 2 assemblées du Directoire, provoque leur dissolution, après s'être fait proclamer premier consul. C'est ce que représente donc ce tableau très célèbre représentant Napoléon au centre, avec le décor de l'orangerie du château que vous pouvez voir donc sur la partie gauche de la maquette, derrière vous, enfin sur votre gauche. Alors, Napoléon a pris le pouvoir à Saint-Cloud. C'est également à Saint-Cloud qu'il va être proclamé empereur dans la galerie d'Apollon du château, mais c'est la galerie des glaces locale en quelque sorte. Et l'empereur donc va, donc à partir de 1804, s'approprier le château. Donc l'étiquette de la cour du palais prévoit, donc dans tous les palais impériaux, un grand appartement de réception et un appartement intérieur de l'empereur. Donc l'appartement intérieur est sur le jardin, les pièces de réception sont sur la cour. Et notre salon de Vénus devient le salon des grands officiers ou salon du billard, mais dans un premier temps, Napoléon avait envisagé d'en faire sa salle du trône. Donc salle du trône pour laquelle on a quelques éléments, le plafond de Prudhon qui a été démonté sous Louis-Philippe, la sagesse et la vérité, qui donne un aperçu, un des rares aperçus du décor peint du château, et puis surtout ce splendide ornement mobilier qui est donc le trône et le dais du trône. Donc ils sont ici à Fontainebleau, puisque dans un premier temps Napoléon commande donc ce mobilier pour le salon de Vénus. Et puis, on pense que Napoléon ne l'a pas fait installer, et finalement, il l'envoie à Fontainebleau en 1808, et donc c'est à Fontainebleau qu'on peut admirer encore le trône et le dais prévus pour Saint-Cloud. En revanche, Napoléon va faire installer dans ce salon donc le mobilier qui devait accompagner le dais et le trône, c'est-à-dire 6 fauteuils de 7 exemplaires, 36 pliants, le tout recouvert, comme les murs, donc de ce dame à cramoisi à feuilles de chêne. Donc un décor très somptueux qui va rester en place jusqu'en 1836, même si entre-temps le salon est redevenu salon du billard. Le billard étant un des loisirs de la noblesse et de la cour depuis le XVIIIe siècle, XVIIe même. Donc ce salon du billard, donc plusieurs billards vont se succéder sous la fin de l'Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, et on a une photographie montrant le dernier billard que vous avez ici, livré en 1839 pour Louis-Philippe, et ce billard va rester donc a priori jusqu'à la fin du château dans ce salon, enfin dans le salon de Mercure, puisqu'entre-temps il a été déplacé dans ce salon, et il semblerait-il il a disparu dans l'incendie du 13 octobre 1870. Alors, la dernière étape importante, ça va être donc 1838. En 1838, Louis-Philippe va faire une très grande campagne de travaux dans l'ensemble du château, qui vont concerner notamment toute cette enfilade, l'objectif étant de donner un caractère Louis XIV à ces pièces, et notamment le salon de Vénus. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur ce décor, puisque ce décor qui date de l'époque de Louis-Philippe, en 1838, va être conservé par Napoléon III, et c'est ce décor qui va disparaître en octobre 1870. Alors, ce salon, il n'y a pas grand-chose qui se soit passé dedans, mais il y a au moins un événement historique dont on dit qu'il s'est passé dans le salon de Vénus. Je vous en montre une illustration.
Donc l'émir Abdelkader, donc, qui avait été emprisonné au château d'Amboise, libéré par Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, il n'est pas encore empereur, le futur Napoléon III en octobre 1852, et donc c'est dans le salon de Vénus que Napoléon III aurait reçu donc l'émir Abdelkader, qui venant remercier le prince-président. Alors je pense que vous avez un petit peu de mal à reconnaître le salon pour lequel je vous montre des photographies depuis tout à l'heure. Simplement que le peintre Gide est allé chercher son inspiration à l'Élysée. Donc vous avez ici le salon des portraits du palais de l'Élysée. Alors ceci pour montrer aussi que voilà, les documents figurés sont aussi à prendre avec des pincettes. Donc il y a la nécessité voilà, de faire un travail critique sur les documents pour pouvoir reconstituer de manière la plus précise possible le décor intérieur du château. Ce qui est l'objet de ma deuxième partie. Voilà. Alors, grosso modo, on dispose de deux types de sources pour connaître le décor intérieur du château. Premier type de source, les sources iconographiques. Donc on a de nombreuses photos, même si, je l'ai dit tout à l'heure, elles montrent souvent les mêmes points de vue. On a également, notamment ici au domaine national, des plans, des dessins d'élévation, qui peuvent permettre voilà, d'avoir des éléments précis sur certains détails de décor. Autre type de sources, ce sont... Alors, voilà. Et après, donc, on a également les sources manuscrites sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, le premier type de source très importante par notamment la précision de leur rendu, ce sont les photographies. Alors, donc, photographies qui sont assez nombreuses pour le château, parce que donc, la photographie est une invention qui a déjà presque une quarantaine d'années en 1870, donc une invention qui s'est démocratisée, si on peut dire, et Eugénie, l'impératrice Eugénie, comme le régisseur du château, Schneider, sont passionnés de photographie, et un certain nombre de campagnes de photographie vont être faites à la fin du Second Empire, 1867-70, et qui concernent aussi bien les pièces officielles que les appartements de l'empereur et de l'impératrice. Donc ces photographies sont une source irremplaçable, même si elles ne concernent que la toute fin de la période qui nous intéresse, 1867-1870. Alors ces photographies sont extrêmement précises parce que, notamment, vous avez un type de photographie qu'on appelle les photographies sur plaque de verre et qui ont un rendu extrêmement précis. Voici donc un détail de la photographie que je vous montrais tout à l'heure, où on voit très nettement les éléments du décor de l'époque de Louis XIV, avec les grandes coquilles ici, des feuilles d'acanthe, les pieds de l'angelot, et puis également les éléments apportés par Louis-Philippe, les grandes rosaces par exemple ici, de ces panneaux de boiserie. Donc les photographies sont extrêmement importantes, elles sont indispensables, mais elles ne suffisent pas. Le domaine national conserve de nombreux documents, et le Salon de Vénus a comme intérêt de présenter une grande variété de documents, et notamment un peu toute la palette des documents qu'on peut utiliser pour ce type de recherche. Alors, on a notamment ici un plan coté du Salon de Vénus, extrêmement précis sur les contours de la pièce, et avec des cotes qui vont jusqu'au millimètre. Donc, on peut connaître au millimètre près les dimensions donc, de ce salon. Alors, la raison d'être de ce type de document, parce qu'il faut qu'il y ait une raison pour produire ce type de document, c'est qu'en 1856, Napoléon III fait refaire le parquet du Salon de Vénus, et donc le menuisier a besoin de cotes très précises pour pouvoir préparer le parquet. Et toujours pour ce parquet, on a une autre source extrêmement intéressante, c'est ce dessin, donc, qui a été fourni par les deux entrepreneurs, les frères Godefroy, et qui restitue donc le dessin prévu pour ce parquet avec les essences de bois, de l'amarante, du citronnier notamment, qui sont prévues donc pour ce salon. Donc on a déjà des éléments concernant le sol, les dimensions au sol, le décor du parquet. Pour les murs, on a un document qui est exceptionnel parce qu'il nous donne un panorama de l'intérieur de toutes les pièces du château. Alors c'est un document qu'on date de la fin du règne de Louis-Philippe, 1846-47, et c'est un recueil, donc ça se présente un peu sous cette forme-là, c'est-à-dire de grandes pages sur lesquelles on a dessiné à la plume le tracé de tous les éléments de décor des murs. Donc on l'a pour toutes les pièces importantes de Saint-Cloud, on l'a par exemple aussi pour les Tuileries.
Et la raison d'être de ce document, c'est que ça permettait de localiser les œuvres d'art dépendant des collections publiques, notamment ici, des tapisseries ou encore les 2 tableaux en dessus de porte. C'est intéressant pour nous aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, on a très peu de photographies, on n'a pas de photographies nous montrant, par exemple, le mur des fenêtres. Eh bien, ce document nous permet de connaître, au moins de manière schématique, ce qui ornait les entre-fenêtres donc, du salon de Vénus. Alors, ce document, donc on a vu le sol, on a vu les murs, on a également, là aussi c'est exceptionnel puisqu'on ne l'a quasiment que pour le salon de Vénus, c'est un dessin du plafond. Dessin extrêmement précis, qui a été publié par Percier et Fontaine, les 2 architectes de Napoléon Ier, parce qu'en 1804, Napoléon Ier fait redécorer le plafond de ce salon, et sans doute à des fins pour montrer en quelque sorte ce qu'est l'art français au début du XIXe siècle, eh bien, il va faire dessiner et graver donc, le plafond du salon de Vénus, de ce qui n'est pas encore le salon de Vénus. Alors, le plafond a été modifié à l'époque de Louis-Philippe, mais l'intérêt de ce document, c'est qu'il nous donne les grandes lignes du décor et notamment ces panneaux, ici, donc, qui étaient en bas-relief fin et qui ont été conservés en 1838. Donc, on a le sol, on a les murs, on a le plafond. Il nous manque une vue en coupe. Alors, voici une vue en coupe du milieu du château. Donc, vous avez ici une très grande bibliothèque, construite en 1838 pour Louis-Philippe. Et à gauche de la bibliothèque, vous avez la coupe d'un salon. Alors, malheureusement, ce n'est pas le salon de Vénus, mais les 3 salons successifs sur la cour, le salon de Vénus, ce qu'on appelle à l'époque le salon de la vérité et le salon de Mercure, sont très semblables. Donc, on peut utiliser cette vue en coupe pour restituer notamment la courbure de la voûte, enfin de la voussure du plafond de Vénus. Il nous donne également des éléments sur la hauteur des lambris que l'on a ici. Donc, là, on a déjà quelques éléments sur l'organisation du décor, sur ce dont il est constitué, mais il nous manque les couleurs, les textures, et puis des informations également sur le mobilier. Mais les sources nous fournissent aussi toute une série d'éléments à ce sujet. Première source écrite, les guides touristiques. Alors, on a une série de guides touristiques du XIXe siècle, notamment la maison Galignani qui, dès le début du XIXe, propose des guides du voyageur. Et notamment dans les guides sur Paris, eh bien, il y a à la fin, systématiquement, des excursions proposées à Versailles, à Saint-Germain-en-Laye, à Saint-Cloud. Et selon les éditions, eh bien, on a une description plus ou moins précise de l'intérieur du château. Et lorsqu'elles sont mises à jour, elles peuvent nous permettre de suivre certains aménagements que dont les archives ne rendent pas compte. Alors ici, je vous ai mis la version en anglais parce que c'est celle qu'on trouve sur Google Books. Les technologies numériques peuvent aussi nous permettre de retrouver certains documents. Et donc, il nous indique que le salon de Vénus a un plafond peint par le moine qui représente Junon empruntant la ceinture de Vénus. Les murs sont tendus avec de belles spécimens. De beaux spécimens de tapisserie des Gobelins, et donc face aux fenêtres, 2 tables coûteuses en mosaïque de Florence avec 2 bustes en marbre de Laetitia, la mère de Napoléon, et le père de Napoléon Ier. Alors, donc, ce type de document peut être intéressant. Ici, on a celui de 1868, et dans un autre document dont je vous parlerai tout à l'heure, il n'est pas question justement de ces tables en mosaïque de Florence, alors qu'on les voit sur les photographies. Donc, ce type de guide peut nous permettre de dater l'arrivée ou les mouvements de meubles dont les autres documents ne rendent pas compte. Mais il est nécessaire, évidemment, de les mettre en relation avec d'autres documents. Deuxième autre type de document que j'ai abondamment consulté, aux grandes dames de Madame Drijard qui a dû promener des dizaines de kilos de papier au cours de ses recherches, c'est ce qu'on appelle les mémoires de travaux. Alors vous avez ici un mémoire de travaux de dorure et de peinture, comme c'est indiqué ici, réalisé par un entrepreneur fondamental pour les palais impériaux au XIXe siècle, c'est Munch. Et ce type de document, il est essentiel parce que, c'est souvent l'image que j'en ai moi, quand je lis ces documents, j'ai l'impression d'être avec l'entrepreneur, le nez sur les murs avec lui, en train de regarder chaque détail du décor. Ce sont des documents qui peuvent faire plusieurs dizaines de pages. Leur objet est le suivant.
Napoléon Ier a mis en place une procédure assez rigoureuse dans la réalisation des travaux pour les maisons impériales, dont l'objectif est un souci d'économie, enfin de juste dépense des finances publiques. Donc la procédure est toujours la même. L'architecte, donc ici Dubreuil, qui est l'architecte en charge du château, est celui qui va déterminer la nature des travaux en fonction des différents corps de métier, peinture, menuiserie, dorure, plomberie. Pour chaque ensemble de travaux, les entrepreneurs peuvent proposer donc des devis. Et une fois que les devis sont acceptés, les travaux sont réalisés. Mais pour pouvoir être payés, les entrepreneurs doivent rédiger un mémoire dans lequel ils vont décrire de manière extrêmement précise les travaux qui ont été réalisés. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ça permet de mettre en relation les informations visuelles que l'on a, par exemple ici ce détail de la photographie que je vous ai montré tout à l'heure, en noir et blanc, avec les éléments que nous fournit ici le mémoire. Donc le rechamplissage en marbre blanc veiné des fonds des 24 panneaux atrophés de la frise, chacun faisant 1,6 m de long et 32 cm de haut. Donc ce qui correspond à ces panneaux-là. Donc grâce à ce document, on sait par exemple que le trophée est doré et que la partie qui est ici est peinte en marbre blanc veiné. Et donc on a pour chaque partie du décor ce type de mémoire. Donc les mémoires sont fournis à l'architecte vérificateur du roi qui va assez souvent diminuer substantiellement le prix demandé par l'entrepreneur. Ici, par exemple, Punch, pour le travail qu'on vient de voir, demande 52,80 francs. L'architecte diminue ça à 38,40 francs. Donc, ça permet. Donc, c'est un travail de vérification qui est extrêmement minutieux et qui prend un certain temps, puisqu'assez souvent, les entrepreneurs doivent attendre près de 2 ans pour être payés. Mais ça peut être aussi en faveur de l'entrepreneur. J'ai lu un document pour un autre salon où le menuisier s'était trompé d'1 centimètre pour la longueur du parquet qu'il entretenait. Donc l'architecte vérificateur a rajouté le centimètre manquant et modifié la somme à lui payer en tenant compte de cela. Donc, il faut dire quand même assez régulièrement que c'est plutôt en défaveur des entrepreneurs plutôt qu'en leur faveur. Alors, autre élément, on a vu tout à l'heure sur la photographie qu'il y avait des décors peints dans le salon. Alors ces décors peints ont brûlé au plafond, en dessus de porte, mais on a un certain nombre de documents qui permettent d'identifier au moins les thèmes et les peintres de ces œuvres. C'est ce qu'on appelle donc l'inventaire de la dotation mobilière de la couronne. Donc à des intervalles assez réguliers sont dressés pour chaque pièce la liste des œuvres qui y figurent. Et on a ici donc le tableau que le guide de tout à l'heure, dont le guide tout à l'heure nous indiquait le titre, Junon empruntant la ceinture de Vénus, dont on a ici les dimensions, 4,56 m sur 3,52 m, et les deux dessus de porte, la paix et la science, qui sont attribués à Jean Nocret, le peintre dont je vous montrais le double portrait de Louis XIV et de son frère tout à l'heure. Mais donc ces tableaux ont disparu, mais au moins on en a la thématique. Donc tous ces éléments permettent de reconstituer déjà, de manière assez précise, l'ensemble du décor, parquet, mur, plafond du salon. Alors ces pièces évidemment sont meublées. Les photographies nous donnent aussi un certain nombre d'éléments sur le mobilier de ces salons, mais avec les mêmes problèmes que pour le décor, c'est-à-dire que, par exemple ici, le mobilier qui se trouve entre les fenêtres est finalement assez peu visible. On sait aussi qu'il y avait des éléments dans la cheminée, mais qui n'apparaissent pas ici sur cette photographie. Mais malgré tout, ces photographies restent un élément essentiel donc, pour connaître le mobilier du salon. Alors, l'autre document qui peut permettre justement de compléter les photographies, c'est ce qu'on appelle les inventaires. Donc, le mobilier qui ornait les châteaux, toutes les résidences impériales ou royales, était géré par une administration qui existe encore aujourd'hui sous un autre nom, le mobilier national, et qui donc jusqu'à la fin du Second Empire portait le nom de garde-meuble de la couronne. Donc était une administration, vous le savez sans doute, qui était chargée donc à la fois de commander le mobilier, d'assurer son installation ou son déplacement dans les résidences, l'entretien, puis éventuellement le remplacement de ce mobilier.
Donc vous avez ici la première page donc, de l'inventaire concernant le salon de Vénus en 1855. Donc on a à peu près on a 9 inventaires depuis le règne de Napoléon Ier pour le château et donc pour ce salon. Et vous avez ici donc l'inventaire correspondant aux fauteuils que l'on voit sur cette photographie. 6 fauteuils meublants en bois doré, accotoirs à manchettes, garnis en crin, couverts en tapisserie de Beauvais, fond marron, à médaillons de fleurs et de fruits, sur fond blanc, crête à dents or, faux et clous dorés. Donc, ce type de document nous permet finalement de reconstituer, si on peut dire, l'aspect en couleur de ces meubles dont on ne voit ici que les photographies en noir et blanc. Autre source importante, c'est le mobilier qui reste. Le château a brûlé le 13 octobre 1870, mais une grande partie du mobilier, notamment celui des grands appartements et des appartements de l'empereur et de l'impératrice, une grande partie du mobilier de ces salons a été retirée. Alors souvent on indique que c'est par chance ou heureusement il a été sauvé, mais en réalité c'est une décision volontaire de l'impératrice Eugénie, donc à la fin du mois d'août 1870. Voyant l'accumulation des défaites de l'armée française, le château de Saint-Cloud étant en dehors des fortifications parisiennes, eh bien, décide de faire vider le château de toutes ses œuvres d'art, de son mobilier, pour le mettre à l'abri à Paris. Donc, il faut imaginer pendant à peu près 3 semaines, une noria de véhicules qui vont vider le château de ses meubles au fur et à mesure que les Prussiens s'avancent. Et aujourd'hui, une grande partie de ces meubles eh bien, existent encore, pas tous, notamment pour le salon de Vénus, et ils ont connu des sorts assez différents que j'ai choisi d'illustrer avec quelques exemples rapidement. Ce feu en bronze doré qui est celui qui se trouvait dans la cheminée est maintenant exposé au public au musée du Louvre. En 1901, un grand versement du mobilier national dans les musées nationaux, notamment au Louvre, va permettre de mettre à la disposition du public le mobilier de ses résidences. Une autre partie va être vendue. Vous avez ici la console du salon de Vénus qui a été vendue en 1876, qui est réapparue sur le marché de l'art assez récemment. Et puis le mobilier national, lui, conserve aussi une partie du mobilier du château. Ici un exemple parmi d'autres des 5 tapisseries qui ornaient donc les murs du salon de Vénus. Mais d'autres meubles, notamment les chaises du salon, sont à l'Élysée chez le président de la République. Donc voilà, je vous ai fait un panorama assez, que j'espère le plus complet possible, en tout cas des sources que j'ai utilisées. Donc vous voyez qu'on a une multitude de sources. Et le travail ensuite de l'historien, c'est de confronter toutes ces sources pour arriver, donc 3e point, à une restitution virtuelle. Alors, il se trouve que donc, je suis modéliste à mes heures, et comme il faut vivre avec son temps, je suis passé des maquettes papier-carton comme celle-ci, au virtuel il y a quelques années. Et puis donc la technique aidant, l'aide aussi d'un certain nombre de membres d'un forum auquel je participe beaucoup, qui s'appelle le Forum Connaissance de Versailles, a permis aussi d'affiner les maquettes en question. Et donc je vais vous présenter une restitution virtuelle de ce salon, donc, qui a comme intérêt à la fois de voir ce que ça donnait en couleur, d'apprécier les différents éléments de la mise en scène de ce salon, et puis aussi de voir les parties du salon qu'on ne peut pas voir sur les photographies. Alors, je vais commencer par rien, puisqu'il ne reste rien du salon. Donc, un superbe plan orthonormé. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, tout à l'heure, donc je vous ai parlé du parquet. On va déjà replacer le parquet. Donc, voici le parquet replacé tel qu'il pouvait être en 1870, donc avant l'incendie. Alors sur ce parquet, on va d'abord placer un tracé du décor des murs. Donc ici, c'est une première étape. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai procédé, mais voilà, ça vous permet de comprendre un peu de quoi il retourne. Où j'ai combiné plusieurs éléments, donc à partir des photographies en noir et blanc, du fameux dessin montrant le tracé ou les contours des différents éléments du décor du salon. Je suis parvenu donc à reconstituer à l'échelle donc les différents éléments du décor. Alors, on a vu tout à l'heure que Munch, le Dürer, nous livre un mémoire très long dans lequel il décrit tout son décor.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous permet de savoir quelle partie était dorée. Donc, en mettant en relation la photographie, les photographies et le mémoire de Munch, eh bien, on peut déterminer que toutes ces parties donc, du décor que vous avez ici sont dorées. Alors, parfois, il faut un petit peu de chance parce qu'on a ici les portes. Et en fin de compte, on a une seule photographie qui nous montre la moitié d'une porte fermée. Et donc, qui permet de savoir quel était le décor donc, de ce salon. Ensuite, le mémoire de Munch, voilà, on va passer à la couleur, on va faire un grand saut, eh bien, nous permet de savoir que la partie basse ici est peinte en faux marbre. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Louis-Philippe, voulait restituer un aspect Louis XIV au salon, et donc, il peint un décor en marbre de Rance, donc un marbre assez courant à l'époque de Louis XIV, et qui est aussi celui donc de la cheminée du salon. Alors la cheminée m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que pendant presque 1 an et demi, je me suis posé la question, mais ce marbre qu'on voit sur les photos, il est en quoi? Et c'est l'année dernière, peut-être 10 minutes, enfin en juillet dernier, quelques minutes avant de partir, que j'ai trouvé à la fin d'un mémoire de marbrier la mention « J'ai nettoyé la cheminée en marbre de Rance ». Donc voilà, parfois il faut de la chance aussi pour ce type de recherche. Alors on sait que la cheminée a été décorée avec des éléments en bronze doré en 1838. Et ce qui est intéressant par exemple, c'est que le bronzier nous dit que le marbre est très dur et qu'il a eu de très grosses difficultés à faire rentrer ce décor en bronze donc sur la cheminée. Alors continuons avec ce décor de marbre. Après le marbre de Rance, le marbre blanc. Donc le fond des panneaux que vous avez ici est en marbre blanc, ces panneaux eux-mêmes étant donc un élément rapporté par Louis-Philippe. Sur les photographies, on a l'impression d'un décor en bois sculpté. En réalité, c'est du carton, pierre, mais c'est un décor moulé, tout simplement parce que ça coûtait moins cher, à peu près 90% moins cher, de faire un décor en carton moulé qu'un décor en bois sculpté. Donc les archives nous donnent aussi des informations très intéressantes sur les matériaux. Puis on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi il y a ce souci d'économie. Alors pour mettre en valeur l'ensemble de ce décor, Louis-Philippe fait peindre le fond de ces panneaux avec un autre marbre, le marbre Brèche-Violette, qu'on retrouve dans beaucoup de salons redécorés en 1838. Et ce marbre Brèche-Violette, eh bien, on ne le connaît que grâce aux informations du mémoire de Munch. Donc là, on a déjà pas mal d'éléments installés. Les grands panneaux blancs que l'on a ici, sur les photographies, on a l'impression que ce sont des tableaux. Alors en réalité, ce sont des tapisseries réalisées à partir de tableaux de la vie de Marie de Médicis de Rubens qui sont au Louvre, et cette série a été tissée donc, dans les années 1830. Et Louis-Philippe a choisi donc d'installer ce décor de tapisserie assez précieux donc sur les murs du salon, sans doute peut-être pour se rattacher à Henri IV, puisque Marie de Médicis était la deuxième épouse d'Henri IV. Alors, il nous manque le dessus de porte. Donc dans ce cas, j'ai procédé comme on le fait parfois à Versailles, c'est-à-dire une équivalence, donc un tableau de Nocré, sur une thématique à peu près équivalente qui permet en quelque sorte de combler ici le vide, mais qui évidemment n'est pas une reconstitution puisqu'on n'a plus le tableau d'origine. Donc on a les murs, le parquet, il nous manque le plafond. Alors le plafond, on ne le voit pas sur les photos, mais on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de le reconstituer. Alors, je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais notamment aux 4 angles du plafond, eh bien, Louis-Philippe va faire placer les grandes armes de France, donc 3 fleurs de lys, qui sont encadrées de rinceaux, avec en contrebas 2 angelots de part et d'autre d'une lyre. Donc ça, on ne le voit pas du tout sur les photos. Et heureusement que Munch est là, puisqu'il nous donne aussi les dimensions de ce qu'il dore ou de ce qu'il peint. Et au-dessus, là aussi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout sur les photos. Il nous indique qu'au-dessus des armes de France, 4 têtes d'animaux sont placées et il nous les localise. Donc on a une tête de sanglier, une tête de cheval, une tête de loup, et c'est comme les 7 nains, je ne me rappelle jamais de la dernière, et une tête de lion. Ah. Donc là, c'est uniquement les documents d'archives, archives écrites, qui nous permettent de connaître ce décor. Alors on a tout le décor, on va commencer à placer le mobilier. Ah. Donc, j'ai dans un premier temps placé tous les meubles. Donc,
on a la chance, ou pas, d'avoir conservé l'essentiel du mobilier, qui avait été livré pour Marie-Louise, l'impératrice Marie-Louise, et que Louis-Philippe a fait installer dans ce salon. Et on a également le modèle des tapisseries qui ornaient ces sièges, donc qui m'a permis de modéliser l'ensemble de ces sièges et de les replacer dans le salon. Ensuite, d'autres éléments mobiliers qui ont été conservés, la grande table centrale en style boule que Napoléon III a fait installer à la place du billard, des vases. Alors, certains sont partis loin puisque ceux-là sont à l'ambassade de Suède, l'ambassade de France en Suède, et d'autres vases ici entre les fenêtres. Et j'ai complété donc la restitution de ce salon avec tous les éléments qui ont disparu. Et donc là, ce sont les photographies, les descriptions des inventaires qui permettent donc de restituer tous ces éléments, donc qui soit ont disparu pendant l'incendie, soit ont été volés par les Prussiens, puisque les Prussiens sont arrivés mi-septembre 1870 au château. Pendant un mois, ils vont occuper le château et ils ont l'autorisation par le prince royal de Prusse, qui a établi son quartier général dans le château, d'emmener un souvenir. Et donc, c'est par brouette entière, par chariot entier, que le château va se vider des meubles qui restent, des matelas, de la vaisselle ou des pendules comme celle-ci, qui était dans le château depuis l'époque de Louis XVI. Donc on aimerait bien la retrouver un jour, cette pendule. Alors, on a ici donc une restitution qui manque encore de réalisme. Donc on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un logiciel photoréaliste et qui va donc rendre tous les effets de lumière, donc avec le soleil qui va traverser les fenêtres, ce miroir ici qui va rendre la lumière et puis les reflets du cristal de ces lustres. Donc voici ce que ça peut donner. Donc le salon de Vénus, vu depuis le salon de Mars, donc là on est donc aux alentours de 10 h du matin, donc à la fin des années 1860. Donc depuis tout à l'heure je vous ai montré le même point de vue. Si on se retourne, on a ceci. Donc là on est dos à la cheminée. Vous avez ici la console que je vous ai montrée tout à l'heure qui a été vendue en 1879. Et une cinquième tapisserie, donc qui elle n'est pas de la série de l'histoire de Marie de Médicis, mais une tapisserie sur le thème de l'histoire de Louis XIV. Enfin, plus exactement, c'est un tableau qui représente Louis XIV présentant son arrière-petit-fils, le duc d'Anjou, qui devient donc roi d'Espagne. Alors tout à l'heure, je vous parlais du plafond. En levant le nez, on avait ceci. Donc là, les peintures ayant brûlé, là encore, j'ai utilisé une équivalence. Donc là, c'est un dessus de porte du château de Versailles qui représente Vénus qui emprunte sa ceinture à Junon, ou c'est le contraire, plutôt Junon qui emprunte sa ceinture à Vénus. Aux dimensions indiquées par le mémoire, l'inventaire des tableaux. Les voussures, on sait qu'elles ont été conservées de l'époque de Napoléon Ier, mais Louis-Philippe fait encadrer à la manière de l'époque de Louis XIV, donc les différents panneaux avec donc une baguette, enfin des baguettes moulées. Et rien que pour ce salon, le Hubert, donc qui est spécialiste du carton-pierre, va livrer près de 90 mètres de ces moulures pour encadrer donc les différentes parties du plafond. Donc on voit ici l'angle dont je vous parlais tout à l'heure, les fleurs de lys qui rappellent l'appartenance de Louis-Philippe à la famille royale ont été également placées par ordre du roi sur les angles des caissons. Donc j'en ai terminé pour le salon de Vénus. Alors, les différents documents nous permettent de reconstituer finalement l'essentiel du salon, mais malgré son caractère finalement assez complet, il faut quand même souligner qu'on a un certain nombre de limites liées à la disparition d'un certain nombre d'œuvres dans l'incendie de 1870. Alors j'en ai terminé pour la première partie de cette intervention, puisque Madame Drijard m'a proposé de faire ce qu'elle a appelé un bouquet final. Et ce bouquet final, c'est de vous proposer une visite virtuelle du château